Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous avons encore un programme chargé. Nous allons bien sûr parler des enjeux budgétaires de la France avec ce gouvernement assis sur un siège éjectable. Et puis nous évoquerons bien entendu la scène internationale où la position française est loin de briller. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je compte essentiellement sur vous pour la réussite de cette émission. Alors pensez bien sûr à cliquer sur ce fameux pouce en l'air, ça améliore tout considérablement. Pensez évidemment à me laisser un commentaire juste en dessous, j'y réponds, vous le savez, chaque semaine. Et puis relayez cette vidéo au maximum pour qu'elle fonctionne. On se retrouve tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, Florian Philippot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien député européen, président des Patriotes. Merci beaucoup d'être encore venu jusque TV Liberté. Vous publiez un nouvel ouvrage, Fini la comédie. C'est parce que vous êtes fan de Dalida? C'est vrai qu'il y a aussi Dalida. J'ai découvert après qu'il y avait effectivement. Mais non, il y a quoi qu'on pourrait trouver quelques point commun sur le côté un peu tragique de sa vie et de la vie de la France actuellement. On espère que ça se finira pas de la même manière, mais en tout cas, non, on finit la comédie parce que j'en ai marre. J'en ai marre de voir un théâtre politicien avec des gens qui jouent vraiment le spectacle, qui jouent au spectacle. On est au cinéma. Vous auriez pu appeler ce petit livre « Bas les masques ». Oui, Bas les masques, ou Fini la tragédie aussi. Mais voilà, ils sont là, ils jouent tous un rôle. Que ce soit la majorité, on ne sait plus d'ailleurs ce qu'est la majorité aujourd'hui, l'opposition, entre guillemets. Et nous, on est censé être spectateurs, assis confortablement dans notre siège à regarder. Ben non, moi je pense qu'il faut arrêter d'être spectateur, il faut redevenir acteur. Alors ce petit livre, je le précise tout de suite, il est disponible sur le site des Patriotes et j'insérerai bien sûr le lien pour l'acheter juste dans la description tout de suite en bas. Alors il y a 10 jours, Florian Philippot, Michel Barnier a fait son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il n'a pas sollicité la confiance et une motion de censure a été déposée par la France Insoumise. Elle n'a pas été votée. Dimanche dernier, le Rassemblement national se réunissait à Nice pour un meeting de rentrée. Nous y étions. Nous avons interrogé notamment 2 députés des Alpes-Maritimes. Je vous propose tout de suite de les écouter. Ils nous évoquaient cette possibilité de ne pas voter la censure contre Michel Barnier. Je crois que nous sommes par contre des gens sérieux, contrairement à LFI. LFI fait des motions de censure de principe, quel que soit le discours finalement du Premier ministre ou éventuellement des textes de loi qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Nous, depuis le départ, depuis 2022, nous sommes extrêmement cohérents. Ce qui est bon pour les Français, ce qui est dans notre programme, nous le votons. Et quand ce n'est pas dans l'intérêt des Français, eh bien nous ne le votons pas. Il est de même pour les motions de censure. Quand une motion de censure est déposée, c'est qu'elle a du sens et qu'elle vient sur un sujet qui ne nous convient pas. Déposer des motions de censure de principe, comme l'ont fait LFI, ça n'a aucun intérêt. Je pense que si une motion de censure doit être déposée, et ça sera certainement l'objet de nombreuses discussions dans les semaines à venir, c'est certainement au moment du budget. Nous, on a toujours choisi la construction plutôt que le chaos et le désordre. On va proposer à Michel Barnier une chance, si vous voulez, de régler une infime partie des multiples problèmes de notre pays. Et excusez-moi, mais on a déjà nos premières victoires. On a nos premières victoires parce que le Premier ministre a dit qu'il voulait discuter avec tout le monde. Tout le monde, c'est bien la première fois que c'est pas le cas de tous les ministres. Mais ça n'a jamais été le cas. Moi, depuis que je suis député, j'ai eu Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Tous ont dit pas le Rassemblement national, notre porte est fermée au Rassemblement national, on ne travaillera pas avec le Rassemblement national. Pour la première fois, on a un Premier ministre qui dit pas du tout ça. Bon alors j'imagine bien entendu que vous ne partagez pas cette stratégie. Non, et vous voyez, on parlait du livre Fini la comédie, on est en plein dedans. Il leur en faut peu. Ils sont contents parce que Barnier est gentil, c'est ça, il est poli. Donc quand Macron invite à dîner les chefs de parti, dont Jordan Bardella, il fait ça depuis 2-3 ans, il est donc gentil. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont refusé par ailleurs, au-delà de la motion de censure, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la destitution de Macron. Alors qu'il y avait une chance historique. Non, moi je suis en colère quand j'entends ça, ça me fait pas rire parce que cet argumentaire, ils lisent des éléments de langage écrits au siège du parti, très bien, il faut bien sauver les meubles et expliquer la situation, il n'est pas acceptable cet argumentaire.
on va laisser une chance, on va regarder sur pièce ce que fait le gouvernement Barnier, le gouvernement Macron-Barnier. Parce qu'il y a la moitié de ministres macronistes. Puis Barnier, Barnier et Macron, pour trouver la différence, honnêtement, sur le fond, il faut quand même chercher. Mais laisser une chance à ces gens-là. Encore une chance. Mais on les connaît déjà, on ne les connaît que trop, ces gens-là. Ça fait 7 ans que Macron... Attendez, 7 ans que Macron est là. Barnier, ça fait 50 ans qu'il est dans la vie politique française. Il a été tout. Il a été ministre, il a été député, il a été élu local, il a été commissaire européen, il a été en charge du Brexit, mais aussi en charge, entre 2006 et 2008, de réécrire un traité après le refus par référendum, je le rappelle, par les Français de voter la Constitution européenne. C'est lui, il y avait 2 Français dans ce groupe d'Amato. En 2006-2008, créé par la Commission européenne et l'Allemagne pour réécrire un traité. Il y avait M. Barnier et DSK. Compagnonnage, pas terrible. Et c'est lui donc qui est à l'origine de ce coup de force, de ce viol démocratique du traité de Lisbonne. Et on laisserait une chance, on regarderait sur pièce, etc. Non, ça c'est de la comédie, c'est de la blague. Voilà. Il y a un deal, il y a un accord évident entre le RN et la Macronie qui englobe Barnier, depuis le début, qui s'approfondit, qui s'aggrave, et qui fait qu'ils ne voteront pas la motion de censure, ils ne voteront pas la destitution, ils reculent, ils ne sont pas une opposition comme on l'attendrait, c'est-à-dire sans concession, parce qu'eux sont sans concession contre les Français, on y reviendra, et donc ça n'est pas le rôle qu'on attend du premier, soi-disant, parti d'opposition. Voilà. Ce que vous dites là, Florian Philippot, c'est assez grave. Vous dites qu'il y a un deal entre le Rassemblement national et le gouvernement, mais finalement, on entend vos propos, on entend une opposition dure au pouvoir en place. Néanmoins, on a le sentiment finalement qu'il ne mènerait pas grand-chose de censurer ce gouvernement Barnier. Si Barnier tombe, qu'est-ce que vous voulez, Florian Philippot, Lucie Castet ? Mais vous n'aurez pas Lucie Castet. Parce que d'ailleurs, au passage, vous auriez... Jordan Bardella ? Non, vous n'aurez pas d'élection législative avant juillet prochain, on le sait déjà. Précisément. D'ailleurs, je vais vous dire au passage, vous auriez Lucie Castet ou Jordan Bardella ou Michel Barnier, je pense qu'au final, les Français auraient du mal à percevoir les différences de politique. Parce que les trois veulent rester dans le système euro, le système euro-mondialiste. OTAN, Union européenne, euro, etc. Au passage. Mais non, là, il y a une chance historique. Macron est terriblement affaibli. Il a mis 60 jours pour trouver un Premier ministre. Il a ensuite mis 20 jours supplémentaires pour nommer un gouvernement. Il a battu tous les records de la 5e et même de la 4e République qui était présentée comme très instable. Donc, voter une motion de censure aujourd'hui, ça vaut quasiment destitution. Parce que, évidemment, que le gouvernement Barnier sera balayé. C'est l'effet mécanique d'une motion de censure. Mais derrière, qui sera terriblement affaibli? Vers qui les projecteurs seront mis? Macron. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renommer un gouvernement démissionnaire, pendant 60 jours, 80 jours, maintenant 120 jours. Non, à un moment, et ça commençait déjà cet été, souvenez-vous, quand il ne parvenait pas à nommer un Premier ministre, il y avait de plus en plus d'articles de presse, de déclarations politiques, jusqu'à Édouard Philippe, qui disait peut-être que la solution, c'est que vous partiez, Monsieur Macron. Donc aujourd'hui, voter une motion de censure, c'est pas une simple motion de censure. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est se débarrasser de Macron. Alors je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes de la France, mais je dis qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. On a quand même à la tête du pays un type qui fait énormément de mal à la France depuis 7 ans. Et même avant, quand il officiait déjà hors de l'Élysée. Du point de vue intérieur, du point de vue diplomatique, il nous fait un tort considérable. Là encore, au moment où on se parle, on vient d'apprendre qu'il largue Doliprane, qui est le médicament le plus vendu en France, à un fonds américain. Mais c'est sa vie, ça, de larguer des pépites françaises aux États-Unis. Il fait ça depuis 20 ans. Donc ça, je peux y ajouter tous les fiascos diplomatiques, toutes les catastrophes, les mensonges. Débarrassons-nous de ce type. On devra trouver une solution après. Et ce ne sera pas facile. Mais commençons par faire les choses dans l'ordre. Il ne suffit pas de démettre Michel Barnier. Si Emmanuel Macron veut rester, il reste. Et on a déjà vu par le passé une attitude plutôt très persévérante, c'est vrai, dire. Mais si on ne fait rien, il restera. Si on tente quelque chose, on a plus de chances d'obtenir qu'il parte. Mon raisonnement est assez simple. Rien n'est gagné par avance, mais si on ne fait rien, c'est sûr qu'on perd. Or là, ce qu'ils nous proposent, c'est de ne rien faire. Parce qu'il faut bien lire entre les lignes ce que viennent de vous dire les députés RN. On fera rien. On fera rien. Ils ont expliqué qu'ils étaient capables de voter une motion de censure pour le budget. Dont on va parler dans un instant. On verra, puis ça n'a pas de sens. Au moment où la première motion de censure a été déposée, on savait déjà les grandes lignes du budget. On a eu confirmation de ce qu'il y avait dans le budget, on n'a pas été hyper surpris.
Barnier avait déjà envoyé sa lettre à Bruxelles. On sait de toute façon qu'on est sous tutelle de Bruxelles. Donc que 3 semaines avant ou 3 semaines après, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est un faux argument. Mais en plus, le RN nous dit on est les arbitres, on fait pression. Regardez, on a déjà obtenu qu'ils nous parlent bien. J'ai vu l'autre jour un député RN dire un simple tweet de Marine Le Pen modifie la politique du gouvernement. Alors d'abord, attention avec cet argument. Parce que, à force de dire ça, vous allez devenir comptable du bilan de ce gouvernement. Parce que si un simple tweet de Marine Le Pen est capable de faire bouger la ligne du gouvernement, faites attention à ce que vous dites. Parce qu'on va vous juger sur pièce. Donc, c'est votre bilan copartagé avec les macronistes et les barnieristes. Deuxièmement... C'est le rôle de l'opposition, d'infléchir la politique du gouvernement, du pouvoir. Ben oui, mais dans les outils de l'opposition, il y a aussi la destitution et la motion de censure. Et... Deuxièmement, attention, parce que là, le RN nous dit on est l'arbitre. Pour l'instant, il est l'arbitre. Effectivement, s'il appuie sur le bouton motion de censure, il y a une motion de censure. Mais est-ce que ça va durer longtemps, ça? Imaginez si demain, le NFP se fracture un peu, et que, par exemple, les 66 députés socialistes et apparentés soit rejoignent la majorité gouvernementale, ce qui n'est pas totalement impossible. Peut-être pas maintenant, mais ce n'est pas totalement impossible. Il y en a déjà, on le sait, pas mal à l'intérieur qui seraient tentés de le faire. Soit, ce qui est déjà beaucoup plus probable, à court terme, décide de sortir de la position de motion de censure par principe. Parce qu'il y aura une fâcherie avec Mélenchon, parce qu'on ne sait pas. Et bien là, vous faites le calcul, le RN n'est plus l'arbitre. Donc il aura perdu une occasion historique de le faire maintenant, alors que dans 3 ou 6 mois, on ne sait pas s'ils auront encore la capacité de jouer la bascule et d'être les arbitres. Et peut-être que dans 3 à 6 mois, leur pouvoir sera considérablement affaibli parce qu'ils n'auront plus cette capacité de faire 289 députés, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée nationale, si on y ajoute les députés RN. Et ça, je ne peux pas penser qu'ils n'aient pas pensé à tout cela. C'est pour ça que je vous parle de deal. Je vous parle de deal. Alors, si j'étais très méchant, je dirais en plus, vous avez en ce moment un procès pour le RN. Doit-on faire le lien des calendriers politiques et judiciaires ? Étant donné moi je pense que c'est pas nouveau ce procès, ça fait quand même plusieurs années et plusieurs campagnes électorales qu'on agite cela pendant. Il est maintenant. Et là je juge pas le procès sur le fond, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur la chasse aux sorcières dans cette affaire qui concerne le RN. Je rappelle que 2 autres partis en France. Ça concerne une période où vous étiez député européen d'ailleurs pour le RN. Hein. Oui, moi je ne suis pas concerné. Moi je n'ai pas été mis en examen, ni j'étais entendu, ce qui était normal, je devais m'expliquer, mais je ne suis pas dans ce procès. Il se trouve que, et je n'accable pas les gens qui y sont, j'ai eu l'occasion de m'expliquer longuement là-dessus, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais je ne dis pas cela. Je dis simplement que vous avez en ce moment un procès qui a commencé fin septembre jusqu'à fin novembre, et vous avez en ce moment un RN qui est tout doux, tout gentil avec le gouvernement. C'est pas acceptable. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que la position politique du RN pourrait infléchir une décision de justice. C'est grave, ça aussi. Je ne suis pas certain que la justice en France soit indépendante entre nous. Et je pense qu'ils le savent. Voilà. Vous voyez, un vice crée un autre vice. Comme à la base, on a un gros doute tous sur l'indépendance de la justice, et je pense qu'on a raison d'avoir ce doute. Regardez l'affaire Fillon. Il se fait mettre en examen en 2 semaines pour des costumes. L'affaire Alstom, Macron, l'affaire est ouverte devant le parquet national financier depuis juin 2019. Ça fait plus de 5 ans, il ne se passe rien. Non, enfin, donc, si vous voulez l'histoire que la justice serait indépendante, moi, j'y crois pas une seconde. Donc c'est pour ça que, je ne sais pas, après, au-delà même de ce contexte judiciaire, plus fondamentalement, parce que c'est pas totalement nouveau, on sent qu'il y a de plus en plus une espèce c'est plus un duel, c'est un duo. Voilà, on joue à l'opposition, et finalement, avant même la dissolution, je rappelle que le RN a refusé de voter des motions de censure très souvent. Et même, j'avais calculé, depuis septembre 2023, ils n'en déposaient plus une seule. Mais peut-être parce qu'ils avaient vu que ça aboutirait de toute façon à une situation de blocage, comme ça a été le cas après la dissolution. Je suis pas d'accord. Je fais l'avocat du diable, évidemment. Oui, Florian bien sûr, Philippot. non, mais vous avez raison. Mais en janvier 2000, il y a des gens qui doivent se poser des questions. Mais en janvier 2024, je rappelle, il faut toujours avoir de la mémoire qu'une motion de censure a échoué à 9 voix près. C'était la fameuse motion déposée par le groupe Lyotte. Voilà, donc on savait qu'il y avait des députés LR qui pouvaient en voter de temps en temps, pas tous. Et à 9 voix près, il suffisait... Mais là, en l'occurrence, cette motion-là, les RN l'avaient votée. Oui, ils l'avaient votée. Oui. Donc c'était pas de leur faute. Oui, non, c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Non, mais je dis, c'est ce qui prouve que dire qu'une motion de censure était impossible n'était pas vrai. Quand il y en a une qui passe, qui échoue à 9 voix près, c'est que c'est quand même dans le champ du jouable, du possible. Bon, voilà, donc... mais si vous voulez, mais de toute façon, c'est pas que à l'Assemblée nationale, ce cinéma-là. Au Parlement européen, c'est la même chose. Quand on refuse de voter contre les 50 milliards pour l'Ukraine, qu'on s'abstient
comme l'ont fait tous les eurodéputés RN. Je ne vais pas les accabler, eux, parce que c'est pareil pour tous les autres. Il n'y a pas un eurodéputé français qui a voté contre ces 50 milliards pour l'Ukraine. Non mais c'est hallucinant. Il n'y a pas un eurodéputé français, RN compris, mais LFI aussi, LR, PS, tous, qui a voté contre le règlement européen de censure DSA au Parlement européen. Après, ils vont tous pleurer des larmes de crocodile sur la liberté d'expression. Mais ils ne votent pas contre. Donc si vous voulez, en plus ils ont renoncé au Frexit et à tout ça. Voyons l'attitude sur la guerre d'Ukraine qui n'est pas acceptable, sur l'OTAN qui n'est pas acceptable, d'être appelé à vente comme ça n'est pas acceptable. Donc si vous voulez, la France mérite une vraie opposition et nous sommes dans des temps où il faut de vraies alternatives. On est dans un choc frontal au niveau mondial. Un choc frontal mondialiste contre patriote. Croyez-vous que Trump, avec son équipe incroyable aujourd'hui, Musk, Kennedy Jr., c'est le trio extraordinaire, croyez-vous qu'ils prennent des gants? Avez-vous entendu leur discours? Vu ce que leurs élus faisaient au Congrès, des commissions d'enquête extraordinaires sur la corruption, l'affaire Biden, le Covid, et les vaccins, etc. Ils ne prennent pas de gants. Ils y vont à fond. Croyez-vous que Farage au Royaume-Uni prenne des gants? Mais non, ils demandent maintenant un référendum pour sortir de l'OMS et de la CEDH alors qu'ils ont déjà obtenu la sortie de l'Union européenne. Il y va à fond. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été élu. Il avait échoué 6 fois, Farage, à être député national. Mais il n'a pas vendu ses convictions pour être élu. Il a persévéré, il a finalement été élu sur ses convictions. Donc, et puis je pourrais citer plein d'autres exemples dans le monde. On y va à fond. Il faut être en opposition et donc en alternative frontale. Le combat, il est à la vie, à la mort aujourd'hui. On voit bien que le mondialisme veut détruire nos pays, veut détruire nos libertés. Donc c'est pas ça, cette petite souplette d'opposition qui ne veut même pas voter une simple motion de censure, qui sera à même de protéger les Français. Alors revenons justement, Florian Philippot, à la question du budget. Vous avez dit tout à l'heure, Michel Barnier, il n'y avait pas besoin du discours de politique générale ou d'annoncer le budget pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est pas tout à fait exact et je vous propose d'écouter Charles de Courson, justement, le député dont vous avez parlé tout à l'heure pour la motion de censure. Il évoquait en commission cette opacité des comptes. On l'écoute. Moi, je vais jouer la transparence avec vous. Le Premier ministre a demandé à me voir. Je l'ai vu très longuement pendant 1 heure hier après-midi. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, donnez à la Commission des finances ces lettres plafond. Pourquoi? C'est pas les vôtres, c'est celles de votre prédécesseur. Et donc, de toute façon, on a déjà des bribes de ministres, dont un d'ailleurs a déclaré qu'il considérait que cette lettre plafond était nulle et non avenue. Oui, un ministre de la République expédiant les affaires courantes, vous voyez. Et donc, on voit dans la presse des journalistes qui ont des morceaux, et enfin, c'est pas possible d'accepter cela. Donc, je pense que toute tendance réunie, il faut dire, vous devez donner à la Commission des finances. Alors, il y a un argument qui a été utilisé hier, parce que le directeur de cabinet a assisté à une partie de mon entretien avec le Premier ministre, expliquant que ça ne s'était jamais fait. Ce n'est pas exact, puisque ceux qui suivent cela, notre collègue Saint-Martin les avait demandés et les avait eus. Bon, globalement, ce qu'on comprend, c'est que quand Michel Barnier est arrivé à Matignon, il n'avait pas tous les éléments financiers des comptes de la France. Non, probablement. C'est quand même un peu surréaliste, cette histoire. Oui, tout est surréaliste dans cette affaire, puisque aucun délai constitutionnel sur le budget n'a été respecté. Mais bon, des documents devaient être remis normalement au Parlement le 15 juillet, ils l'ont été 2 mois plus tard. Et pour cause ? Voilà, le budget devait être présenté le 1er octobre, il n'a pas été, ça c'est pourtant une loi organique, etc. Donc il n'y a plus rien qui est respecté. Là, il nous annonce déjà un possible 49.3 pour faire passer le budget. Je signale quand même que face à ça, un 49.3 et les oppositions, parce que j'ai entendu des députés dire il va nous faire un 49.3. Oui, vous faites une motion de censure. C'est pas une fatalité, un 49.3, c'est pas 49.3, vous pouvez le faire sauter par une motion de censure parce que ça fait sauter, y compris la loi, ça fait sauter le gouvernement et la loi. Bon, mais si vous voulez, nous sommes en régime oligarchique. On n'est pas en régime démocratique. On est en régime oligarchique. Donc il n'y a plus aucune règle de respecter. Il n'y a plus rien. Si vous voulez, quand Retailleau dit l'autre jour, fait cet aveu incroyable, mais vous savez, pendant le Covid, on n'a pas respecté l'état de droit. Et peut-être qu'on ne le fera pas demain non plus. Mais merci de le dire. On s'est vertué à expliquer qu'il y avait quand même un sérieux problème et qu'on ne comprenait plus très bien l'attitude du Parlement, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel qui ne protégeait absolument pas nos libertés et qui prenait des mesures absurdes et criminelles pour certaines. On a compris. Il l'avoue maintenant. On n'était plus dans l'état de droit. Merci de le dire. Il ne le condamnait pas, Ah non, il l'a pas condamné, il était pour. Non, il est pour.
Non, mais lui, il est pour. Il a dit c'est très bien. Mais moi, je trouve que c'est très, très, très grave. Mais en régime oligarchique, où tout ça, c'est du cinéma, là, tous ces votes, parce que de toute façon, le budget, il a été envoyé à Bruxelles. Et vous savez, c'est Le Monde qui avait sorti le document il y a une dizaine de jours. Mardi a écrit à Bruxelles. Avant d'écrire aux Français, il a écrit à Bruxelles. Parce que le vrai souverain, il est là-bas. À Ursula, pour lui dire, Ursula von der Leyen, voilà, on va faire ça, 60 milliards d'austérité dans ce budget, et c'est le premier sur 7 ans. Les 6 suivants, on va aussi être dans l'austérité. Donc tout est écrit. Donc après tous les petits cinémas, là, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., c'est du pipeau. Mais on est quand même d'accord, Florian Philippot, que là, la situation économique de la France va très mal. Oui. Et qu'il faut bien faire des économies. Oui, alors d'abord, oui. Mais c'est leur dette. C'est pas ma dette, oui, c'est pas la vôtre. Oui, mais ça, vôtre. c'est facile à dire, certes. Ah bah oui, enfin, sauf quand on l'a dit en temps réel. Il y a un principe de C'est responsabilité. 800 € par Français, juste pour les intérêts. Oui, alors, Macron, il a en gros aggravé la dette de 1000 milliards, dont 300 à 400 liés au Covid. Mais attention, pas pour faire des recherches extraordinaires pour trouver des médicaments, ou pas pour doter l'IHU de Marseille de ce qu'il aurait eu besoin pour fournir à la France entière un protocole qui fonctionne. Non, c'était pas pour ça. C'était pour dédommager des confinements, des couvre-feux, des fermetures de restaurants, etc. Et puis acheter des contrats à Pfizer, tout ça. Ça a coûté 300 à 400 milliards de dettes en plus. En plus, on a eu cette extraordinaire idée en juillet 2020 de faire un fonds de relance européen, dette commune. La France s'engage sur 80 milliards pour en récupérer 39. Donc on aggrave la dette. En plus, on fait ces emprunts indexés sur le taux de l'inflation. Une partie seulement. Une partie. Charles-Henri Gallois avait levé ce lièvre, on a tous regardé, c'est extraordinaire, ça continue d'ailleurs. Vous me direz l'inflation est moins grave, mais à un moment elle était à 7-8% officiellement, donc c'était un endettement supplémentaire. Après ils ont ajouté autre chose. L'énergie explose. Guerre en Ukraine, sanctions stupides contre la Russie, ça fait exploser les prix de l'énergie. Alors au lieu de sortir du marché européen d'électricité, ce qui aurait été la solution, non, on va faire un bouclier énergétique, qui est imparfait d'ailleurs, parce que les prix ont quand même augmenté 40% en plus en 2 ans pour l'électricité. Mais ça coûte très cher, un bouclier énergétique. 110 milliards de plus pour la dette. Puis après, M. Zelensky, vous savez, hier, Barnier a présenté 60 milliards d'austérité pour les Français, mais Zelensky, là, le mendiant de l'OTAN, il était à l'Élysée, reçu avec tous les honneurs, garde républicaine, Macron sur le parvis de l'Élysée, pour venir chercher son chèque de 3 milliards en plus. Donc, bon, et puis je pourrais rajouter tous les cadeaux qu'on fait aux oligarques. La fraude fiscale, oui, vous, on va vous chercher, moi, on va me chercher. Enfin, la vraie fraude fiscale, la vraie de vraie, les milliards, les dizaines de milliards qui manquent, qui sont sur des paradis fiscaux, etc. Ne vous inquiétez pas, là, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien du tout. C'est ça qui grève les comptes de la France. Donc, on se rappelle le Rothschild Gate, d'ailleurs, je crois. Oui, mais tout ça, mais on en parle 3 jours, puis on oublie. Comme le Uber Gate, le Pfizer Gate, le patrimoine de Macron. On en parle 3 jours. Oui, mais il y en a plein des histoires. Et le problème, c'est qu'ils finissent par nous les faire oublier parce qu'ils ne creusent pas. Alors tout ça, ça fait la dette de la France. Et la vraie cause, après suprême, la vraie cause, c'est que la France ne produit plus de richesse. Parce qu'il ne faut jamais oublier les deux côtés dans une dette. Si vous êtes un pays qui n'est plus qu'un Disneyland géant pour accueillir les touristes et que vous ne créez plus... En moins propre. Hein. En moins propre, mais en plus joli. Nous avons plus d'histoire. Vous ne créez plus, vous n'avez plus de base industrielle. Je crois que l'industrie aujourd'hui représente 8% du PIB français. C'est catastrophique. On a été dépassé dans les exportations par plein de pays, etc. C'était pas ce que nous expliquait Bruno Le Maire et son successeur, Antoine Armand. Non, on était à la veille des 30 Glorieuses à un moment. Et puis après, c'était la catastrophe. Mais je veux dire, c'est ça. Pourquoi on s'est désindustrialisé ? Notamment parce qu'on a fait l'euro, qui est la cause majeure, principale de la désindustrialisation française. Vous regardez les courbes, c'est à partir du moment où on passe à l'euro que ça s'effondre. C'était pas le cas pour l'Allemagne. Mais non, parce que l'Allemagne a profité à nos dépens de l'euro. C'est toujours la même chose, c'est que l'euro est un grand marque. Donc il y a des problèmes de fond. Donc tant qu'on ne règle pas ça, on a de la dette qui va continuer. Et là, ce qu'ils font, là, le plan, projet de loi de finances 2025, les 60 milliards, et puis les 6 budgets suivants qui viendront, tous les engagements par rapport à Bruxelles, c'est pas pour régler la dette, qui est leur dette, je le rappelle, hein, c'est leur dette. C'est pas pour régler ça. Ça se réglera pas comme ça. C'est pas parce que vous allez mettre la consultation médicale à 3 € de plus, ou moins rembourser les médicaments, ou geler les retraites.
ce qui fera mal aux Français, mais vous pensez que ça va régler la dette? Ça ne réglera rien du tout. Les créanciers seront là et vous verrez la dette qui continuera d'augmenter parce qu'on ne produit pas de richesse en France et parce qu'on continue à dépenser de l'argent pour l'Union européenne, l'Ukraine, l'immigration massive liée à l'Union européenne aussi, la France qui n'a plus d'industrie, donc elle compense par des chèques sociaux, etc. Tout ça coûte l'énergie qui coûte une fortune parce qu'on refuse de reprendre notre indépendance énergétique. Bref, c'est fait pour mettre en esclavage un peuple. L'esclavage pour dette, c'est une notion qui date de l'Antiquité. Ils avaient tout compris tout de suite. La dette, c'est fait pour ça. Ça vous met en situation d'esclavage. Vous le voyez d'ailleurs dans votre vie quotidienne. Si vous avez une dette vis-à-vis de quelqu'un qui ne vous est pas très amical, si vous avez une dette par rapport à, je sais pas, vous entendez bien avec vos parents qui vous prêtent à un moment de l'argent, c'est pas dramatique. Parce que même si vous tardez à rembourser, ça reste vos parents ou un ami, vous voyez. Mais par contre, si c'est votre banque, votre banquier, c'est pas votre ami, hein. Même si vous le faites croire de temps en temps, c'est pas votre ami. Ou quelqu'un, pire que cela, même d'inamical. Vous entendiez bien avec quelqu'un, ça devient... C'est plus votre copain, du jour au lendemain, ça peut arriver. Mais vous avez une dette. Là, vous allez le sentir, le fait d'avoir la dette. Vous serez mis en situation de dépendance par rapport à cette personne-là ou cette banque. Donc vous serez en esclavage. Pour un peuple, ça s'appelle l'esclavage pour dette. C'est ça le but. Le but, c'est ça, c'est qu'on va aller appauvrir des gens. On va vous retirer tout. On va vendre à la découpe la France. Vendre à la découpe la France. Barnier a fait référence dans son discours de politique générale le 1er octobre quand il a dit « Voyez-vous, je ne comprends pas pourquoi les administrations de l'État sont dans des bâtiments parisiens. Il y a des choses, on pourrait les mettre en banlieue, ça coûterait moins cher. » Ça se fait déjà un peu, hein, mais... oui, on pense au tribunal de Bobigny, par exemple. Oui, et c'est pas totalement absurde que les ministères soient plutôt dans la capitale de la France. Je veux dire, ça s'appelle la capitale, c'est un rôle particulier. Bon, mais c'est quoi le but en fait? C'est qu'on va quitter des bâtiments pour aller les mettre, pour se décaler de 5 km, franchir le périph'. Ça est absurde, ça n'a aucun sens. Ça va juste embêter les gens qui y travaillent déjà, bref. Mais on va dire c'est pour faire des économies, d'accord. Donc on va vendre ces bâtiments-là, qui sont des bâtiments historiques, souvent magnifiques, qui appartiennent aux Français depuis des siècles. On va les vendre à qui? Étrangers. Ouais. Des amis qataris, des amis américains, des amis, je sais pas, émiratis, enfin j'en sais rien, allemands, pourquoi pas. Je dis ça parce que ça s'est fait beaucoup déjà. Sarkozy, quand il a vendu l'imprimerie nationale, il a vendu 80 millions. 3 ans plus tard, il y a eu un rapport d'audit de l'État en disant on a un vrai problème, il nous manque ce bâtiment. Ah ben on va le racheter. Au même 300 millions. 4 fois le prix. Ouais, 4 fois le prix en 3 ans, c'est un beau placement. C'est juste de l'incompétence, ça? À d'autres, hein. À d'autres. Non, on va engraisser les copains. Voilà, c'est ça un régime oligarchique, c'est ça un budget d'hyper-austérité. Les Grecs n'ont pas profité de l'hyper-austérité imposée par la Troïka dans les années 2010. Ça n'a pas recréé une base industrielle grecque, ça n'a pas... aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes en Grèce, on en parle moins, mais... Non, ça a simplement aujourd'hui, la France emprunte à des taux plus hauts, par contre, que la Grèce et l'Espagne. Et que même l'Espagne et la Grèce, effectivement. Ça montre la situation, mais c'est aussi l'effet, si vous voulez, plus on en parlera, plus on se mettra en situation de faiblesse nous-mêmes, plus les marchés diront, tiens, manifestement, il y a un problème en France, on va les faire payer. Autre problème, d'ailleurs, pourquoi on ne se finance plus du tout? On ne peut plus se financer auprès de notre banque centrale, gratuitement. Vous me direz, parce qu'on n'a plus de banque centrale. Si, on en a une, mais elle n'est plus souveraine, la Banque de France, parce qu'on est dans l'eurosystème. Donc déjà, premièrement, il faut faire les choses dans l'ordre, retrouver notre monnaie nationale. C'est indispensable. Aucun pays au monde n'a jamais été libre sans sa monnaie nationale. Ça n'existe pas. Donc ça, moi, je ne lâcherai jamais ce combat-là, parce qu'il est juste central. Il n'est pas que économique, il est aussi politique, au vrai sens du terme. Mais ça a été interdit à l'époque par une loi de 73, en France, au niveau national. Puis de toute façon, ça a été mis dans le traité de Maastricht en 92. Pour toute l'Union européenne, tout l'eurosystème. Donc, pour faire les choses, ce n'est pas que l'abrogation de la loi 73, il y en a qui parlent de ça, c'est vrai, mais il faut de toute façon sortir du traité de Maastricht, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Voilà, donc, et on pourra arrêter de payer des gens inconnus, on ne sait pas qui c'est, on a une dette auprès de qui d'abord? C'est ça la vraie question. Tom Benoît avait posé la question à Bruno Le Maire en direct sur un plateau télé, il a été incapable de répondre, pourtant il était le grand Manitou de Bercy. Donc, on a une dette auprès de qui? Parce que c'est intéressant de savoir qui donc pilote la politique de la France, de fait. Vous voyez? Bon, donc moi j'analyse ce budget-là, il y a plein de choses scandaleuses dans le budget. Il faut quand même regarder dans le détail. Par exemple, vous savez, ils vont taxer plus, ils vont augmenter la TVA sur les chaudières à gaz, à fioul, enfin tout ce qui n'est pas le renouvelable. Alors ils vous disent dedans, alors j'ai vu la presse qui mettait aux surprises de la TVA, qui passe d'un taux réduit à un taux normal sur... Non, c'est pas surprise, ils expliquent dans le projet de loi de finances. C'est lié à l'application d'une directive européenne qui date d'avril 2024.
Voilà, il faut dire les choses aux gens. Voilà, ils ne font qu'appliquer ce qu'ils doivent appliquer. Nous sommes un pays aujourd'hui sous tutelle. Et moi, je ne l'accepte pas. Voilà, je ne l'accepte pas. La France, évidemment qu'elle peut faire des économies. Vous voyez, si on arrêtait tout ce que j'ai dit, financer l'Union européenne, l'Ukraine, l'immigration massive, mais pour ça, il faut reprendre le contrôle, réindustrialiser la France, arrêter d'emprunter sur les taux liés à l'inflation, arrêter, des politiques qui sont quand même... on ferme les yeux, je le disais, sur la fraude fiscale, par exemple, qui part ici et là. Arrêter les cabinets de conseil McKinsey, toutes ces choses-là. Bien sûr qu'on pourrait en faire des économies et bien sûr qu'on pourrait relancer la création de richesses en France au niveau industriel, agricole, voilà, et régler, alléger en tout cas le problème de la dette. Il n'y a jamais de dette zéro et c'est pas grave, mais on doit l'alléger. Mais là, ce qu'ils font, c'est pas ça. Là, ce qu'ils font, c'est pas ça, que les gens le comprennent bien, qu'ils tombent pas dans le panneau de se dire il prend ses responsabilités, il gère en bon père de famille. Il gère pas du tout en bon père de famille. Il gère en bon oligarque. Voilà, c'est tout. J'aimerais qu'on avance, Florent Philippot, aussi avec la question ukrainienne. Vous l'avez d'ores et déjà évoqué. Volodymyr Zelensky était à Paris jeudi. Il a été accueilli avec de grandes accolades dans la cour de l'Élysée. Je vous propose tout de suite qu'on écoute sa prise de parole dans la cour de l'Élysée. I saw in media something that today was a lot of information that I came to speak about ceasefire. No, it's not right. Before winter, we need your support, and I'm thankful for everything you did for us. Thank you. Alors 3 milliards supplémentaires pour l'Ukraine, 35 annoncés par Ursula von der Leyen au niveau européen, 3 milliards c'est pour la France. On a également vu cette semaine Emmanuel Macron se féliciter, notamment sur Twitter, de voir des soldats ukrainiens formés dans le Grand Est. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette position de la France vis-à-vis de ce conflit ? Elle m'évoque ce que je dis depuis le début. Je suis plutôt assez fier pour le coup. Depuis février 2022, j'avais dit avec d'autres, pas du tout seul, mais on avait fait l'analyse que cette guerre était une folie, qu'il fallait négocier au plus vite la paix, qu'elle ne datait pas du tout d'ailleurs de février 2022. Il y a tous les prémices qu'on connaît gravissimes depuis le coup d'État de 2014, Euromaïdan. Et puis le bombardement, les attaques du gouvernement ukrainien contre une partie de son propre peuple, de son propre territoire depuis ces années-là. Et que nous sommes embarqués dans un truc qui est de plus en plus délirant. Parce qu'on nous avait dit pas de chars, il y en a eu, pas d'avions, il y en a eu. Les missiles à longue portée, maintenant on sent qu'ils sont sur le point d'autoriser leur utilisation sur le sol russe. Pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais ça pousse pour le faire. Les États-Unis bloquent d'ailleurs. Les États-Unis bloquent. Je crois que la Russie a dû taper du poing sur la table à un moment et ça a été pour l'instant manifestement efficace. Mais combien de temps ? Espérons plutôt que Trump à ce moment-là gagne parce que ce sera là un blocage beaucoup plus certain que si c'est Kamala Harris. Et puis de l'argent. On inonde. Alors on inonde pourquoi ? C'est foutu pour l'Ukraine, c'est perdu, mais ça ne pouvait être que perdu. On l'avait dit depuis le début, c'était évident. Mais c'est vraiment en fait bien pire que même ce qu'on ose nous dire. C'est très très mauvais. La situation pour l'Ukraine sur le front Est, elle est catastrophique. Là, Mark Rutte, qui est le nouveau patron de l'OTAN, a dit « l'Ukraine va passer l'hiver le plus rude, non pas en termes météorologiques, mais en termes de guerriers, qu'elle a jamais vécu. » Parce qu'ils savent que c'est la catastrophe. Et que ça ne peut être que la catastrophe. Alors on continue, on inonde d'argent, notre argent. Pour l'instant là, on va dérembourser les médicaments et geler les retraites, je le rappelle. On va inonder d'armes, etc. On va aller de plus en plus loin dans la co-belligérance. Et on forme des Ukrainiens sur le sol français. On reçoit Zelensky, les bisous, les accolades. On lui refait un chèque. Et là, Mark Rutte vient nous dire l'OTAN a besoin en Europe de 49 brigades de plus si elle veut affronter, si un jour elle doit affronter la Russie. Donc on nous demande un effort. On voit dans le budget, pardon, je fais une parenthèse, mais on voit dans le budget de la France, c'est la seule chose presque où il y a du budget supplémentaire, c'est pour l'armée. 3 milliards. Oui, mais moi je ne suis pas contre une augmentation du budget de la défense. Je suis pour un budget de la défense. La France est une puissance mondiale.
Elle a le 2e espace maritime du monde. Elle a une voix normalement à porter dans le monde entier. Et donc, je pense qu'il faut augmenter le budget de la défense. Mais il ne faut pas Reste à savoir pourquoi. Oui, exactement. C'est ça la question. C'est qu'en plus, un effort de défense est très intelligent du point de vue économique parce qu'un euro investi dans l'industrie de défense, dans la recherche, c'est l'euro le plus efficace en termes d'innovation et de création à terme de richesse. D'invention, même dans la vie sociale, d'emploi et de richesse. Énormément d'inventions viennent en fait, qu'on utilise tous les jours, viennent en fait du domaine militaire à la base, à commencer par Internet. Mais donc ça me choque pas, mais à condition qu'on soit une armée indépendante et une industrie de défense indépendante et une voix indépendante dans le monde. Et pas le petit roquet des plus faucons de Washington, de l'OTAN, pour appeler à une guerre qui n'a aucun sens, qui va juste emmener à l'abattoir des Ukrainiens et des Russes en plus, d'ailleurs surtout les Ukrainiens, qui meurent en pagaille, pour financer un type qui se maintient quasiment illégalement au pouvoir. Alors on nous dit oui, mais c'est un état de guerre. Enfin, oui, il est maintenu au pouvoir président alors qu'il n'est plus élu. Et puis on finance un pays extrêmement corrompu. Et puis on menace nous-mêmes de nous embarquer un jour dans cette guerre. Je rappelle que le nouveau ministre Benjamin Haddad a déclaré à Berlin qu'il était très favorable, lui, à ce qu'il y ait un jour un envoi de troupes françaises en Ukraine. C'est ça, en fait, la situation. Donc c'est vraiment un engrenage. On est vraiment dans cet engrenage. Moi, je suis pour qu'on arrête tout ça. Qu'on se mette autour de la table, qu'on ait des bonnes relations avec la Russie. Mais vous avez entendu la première chose que Zelensky a dit hier dans la cour de l'Élysée, là, dans l'extrait que nous avons regardé, c'est pas de cesser-le-feu. Oui, bien sûr. Ah bah oui, il dit sous ça. Et même Ursula von der Leyen avait déclaré contre Orban qu'il y avait une tentation de l'apaisement. Alors justement, voilà. Dans votre livre, d'ailleurs, vous faites référence à l'initiative de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est allé en Ukraine, qui est ensuite allé voir Vladimir Poutine, qui est ensuite allé voir les Chinois pour essayer de faire avancer la paix. Et Trump. Et Trump, évidemment. Est-ce que c'est ça que devrait faire la France ? Bien sûr. Et c'est ça le rôle normalement traditionnel de la France, c'est qu'elle parle à tout le monde. C'est vrai sur le dossier ukrainien, ça devrait être vrai sur le dossier du Moyen-Orient. C'est la même chose. La France, c'est ça sa force. Elle est forte quand elle est capable de prendre une position différente. Si c'est pour être une pâle copie en beaucoup moins puissante, etc., que les États-Unis, ça ne sert à rien. Personne ne va nous parler. Ils iront directement, on ne parle pas aux domestiques, on va voir son maître directement. Si en plus on se met plusieurs mètres au-dessus, plusieurs couches, avec une couche Ursula, une couche Scholz, une couche Biden, ce qu'il en reste, une couche américaine, etc. Alors là, on est au 36e dessous et plus personne, et on nous piétine comme un paillasson. Et d'ailleurs, Macron, il se fait piétiner comme un paillasson partout dans le monde entier. Mais c'est un peu logique, au-delà du personnage, qui est un vrai problème diplomatique, mais au-delà de ça, c'est la France qui est piétinée. Parce que la France n'a plus de voix, n'a plus de souveraineté. Tant qu'elle reste dans l'Union européenne et dans l'OTAN, elle ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Et c'est évident, elle se met en danger, en grave danger, et elle ne peut plus porter cette voix qui est celle de la paix et de la défense de ses intérêts nationaux. Nous devons être capables de parler à tout le monde. Donc à la Russie, donc à la Chine, donc à tout le monde, donc aux BRICS. Le monde a changé. Il a complètement changé en quelques années. Il s'est rééquilibré, les multipolaires, il y a l'émergence, plus que l'émergence. Il y a l'explosion des BRICS qui s'élargissent en plus. Et nous, on reste dans le petit monde de 600 ou 700 millions de personnes sur les 8 milliards de terriens, avec l'Europe occidentale en gros et les États-Unis. En fait, en étant colonie des États-Unis. Mais ça n'est pas possible, on n'est pas crédible. Et donc on ira vers vraiment des choses mauvaises. Enfin, je pense vraiment que le projet de faucons américains, c'est de faire bosser les colonies à leur place. Les colonies, c'est nous. Et donc de faire la guerre à leur place. C'est ça le projet réel, c'est qu'il n'y aura pas la guerre sur le sol américain. Ils font toujours pareil, ils feront bosser leurs colonies. Et c'est nous qui sommes en danger et c'est nous qui nous appauvrissons par ailleurs avec ces chèques permanents. Si je vous suis bien, il faudrait que la France retrouve sa voix singulière sur la scène diplomatique. On a le sentiment que c'est ce qu'Emmanuel Macron a tenté de faire récemment sur la question du conflit israélo-palestinien. Je vous propose d'écouter tout cela et puis on va écouter aussi le Premier ministre israélien juste après. La France, au-delà de ce message de solidarité et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc, je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité
pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous. Tous les pays civilisés devraient se tenir aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres responsables occidentaux demandent maintenant un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux. Laissez-moi vous dire, Israël gagnera avec ou sans leur soutien. Mais leur honte continuera longtemps après notre victoire. En se défendant contre la barbarie, Israël défend la civilisation. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a le sentiment quand Emmanuel Macron sort de la ligne washingtonienne, il est rappelé à l'ordre. Hein. Ben, parce qu'il n'assume pas. Parce que d'abord, c'est trop incohérent pour que ça imprime. Je me rappelle quand même de Macron qui, il y a un an, demandait une coalition internationale contre le Hamas. Enfin, même Netanyahou n'avait pas compris. C'était une espèce de... Comme ils avaient fait, comme on avait fait contre l'État islamique, voilà, faire la même chose. Enfin, c'était aberrant d'ailleurs, ça n'avait aucun sens. Mais il en était là, donc il était plus faucon que les faucons. Et maintenant, il est sur une position différente. Le problème, c'est qu'après la réaction de Netanyahou, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un communiqué de l'Élysée. 10 minutes après, pour se coucher. En gros, pour se coucher. Voilà. Et puis, ça ne mange pas trop de pain puisque la France ne livre pas d'armes. Elle livre quelques matériels pour quelques dizaines de millions d'euros par an, qui ne sont pas vraiment des armes, à Israël. Donc, on ne peut pas même vérifier si Macron met une cohérence entre ses dires et ses actes. Vous voyez ? Moi, je suis pour un cessez-le-feu, clairement. Je pense que c'est dramatique ce qui se passe. 2% de la population de Gaza a été éliminée, 2%. En France, c'est l'équivalent de 1 500 000 Français qui auraient été tués. Et je ne pense pas du tout que c'est beaucoup d'enfants. Je n'ai aucune complaisance, vous l'imaginez bien, pour le Hamas, les islamistes en général, tous les fondamentalistes, et a fortiori ceux qui tuent. Mais je ne crois pas du tout que ça ramènera la sécurité dans la région. Et Netanyahou, d'ailleurs, qui est très critiqué en interne, ne fait pas cela pour ramener la sécurité en Israël. Il fait cela parce qu'il joue sa survie politique. Et que s'il n'est pas dans l'action permanente, Gaza, puis le Liban, etc., l'Iran peut-être, il saute. Il était, avant le 7 octobre, il était au plus bas des sondages. Enfin, il était vraiment très, très conspué. Son rôle, d'ailleurs, dans le 7 octobre est toujours sous enquête là-bas. La presse sort des choses régulièrement. Donc, si vous voulez... enfin, son rôle au moins passif, on va dire. Mais c'est quelque chose qui est... ce qu'a dit Macron a du sens, mais à condition d'avoir une diplomatie qui soit cohérente, stable, qui se donne les moyens de l'être, où on ne va pas rétropédaler 10 minutes après. Voilà, je veux dire, mais là, ce n'est pas le cas. Quand la France a eu des positions courageuses, en 2003, on nous disait « c'est le combat de la civilisation contre la barbarie ». C'était le même discours sur l'Irak. C'est le combat de la civilisation contre la barbarie. Dès qu'il y a ce genre de discours, il faut se méfier. Hein, parce que comme le monde est quand même infiniment plus compliqué que ça, il faut toujours se méfier. Ou le bien contre le mal, l'axe du mal, etc. Mais la France, à l'époque, disait non. Elle a dit non, et ça lui a coûté. Hein. On a eu la colère américaine. Faut quand même, souvenez-vous, hein, les embargos sur des produits français. Ça a coûté. Hein, ça a coûté. Mais il y avait une cohérence. Enfin, Chirac n'avait pas commencé par dire « oui, on va suivre Bush dans la guerre d'Irak » pour dire l'inverse 3 mois plus tard. Quand il y a eu des communiqués furieux de la Maison-Blanche, il n'a pas fait un communiqué de l'Élysée 10 minutes après pour dire « pardon, on a été mal compris, on va faire autrement ». Il a tenu. Et c'est comme ça que la France a pu forger une position qui n'était pas une position d'ailleurs fondamentalement anti-américaine. On peut très bien vouloir un cessez-le-feu sans être anti-israélien. Je veux dire, c'est juste être gaulliste. C'est juste vouloir qu'arrêter que des gens innocents, des enfants meurent, mais vraiment très nombreux, ou vivent dans des souffrances épouvantables, ou dans la famine, et assurer en même temps la sécurité de la région, dont Israël. Parce que, enfin, je sais pas, vous parlez à des gens qui s'y connaissent un petit peu. J'avais eu cette discussion sur ma chaîne avec Caroline Galacteros, par exemple, que vous connaissez, ou d'autres.
il vous explique bien, et l'histoire le montre, qu'en fait, on est en train de créer, je le crains, des Hamas puissance 10, des Hezbollah puissance 10, pour les générations qui viendront derrière et qui vont avoir la rage au ventre. En voyant ça, et ils vont être impitoyables, ça va être terrible, ça va être le chaos total. Et on ne peut pas se permettre, on a déjà des chaos, on ne va pas se permettre un chaos supplémentaire. Mais pour cela, la France doit tenir sur ses positions, et pour qu'elle puisse le faire, bon déjà il ne faut pas Macron n'a pas le niveau. Ça c'est vrai, hein, franchement Macron n'a pas le niveau. Il nous a mis 2 atlantistes, Jean-Noël Barrot et Benjamin Haddad, au Quai d'Orsay, donc ça ne marchera pas, mais c'est fait exprès. Et puis il faut un pays libre. Il faut un pays libre. Mais quels sont les intérêts de la France ? Ne pas être dans l'Union européenne et l'OTAN, hein, pour être La clair. France, quels intérêts devrait-elle poursuivre sur cette question dans cette région ? Parce qu'on nous dit, globalement, quand Emmanuel Macron parle de cesser le feu, parle de retenir les armes qui sont envoyées en Israël, il répond à, entre guillemets, la rue arabe et à la diaspora, pour ne pas dire aux musulmans en France. Est-ce que c'est juste ça, en fait ? C'est la question de l'intérêt de la France ? Il ne faut surtout pas que la France ait une diplomatie otage des communautarismes. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'est le cas ? Ça peut être le cas. On voit des partis politiques qui quand même sont sur des positions qui sont clairement pour faire des clins d'œil électoraux, plus que pour réfléchir à l'intérêt de la France et de la paix dans le monde. Mais c'est la France insoumise ? Par exemple, oui. La France, elle n'a pas des intérêts majeurs dans la région. Si ce n'est qu'on a un intérêt tous collectif, c'est que ça ne s'embrasse pas. Parce que honnêtement, si vous avez demain un vrai conflit, Iran-Israël, avec implication derrière les États-Unis, de l'autre côté la Russie, vous voyez bien que ça peut dégénérer très très vite et se mondialiser. Donc on n'a absolument pas intérêt, il y aura des retombées négatives sur la France et les intérêts français dans le monde entier. Donc on n'a absolument pas intérêt à ça. On a une position qui nous permet de dialoguer. On ne va pas tout régler, on n'a pas la baguette magique pour le faire, c'est un très vieux conflit. Mais on a quand même des outils pour le faire. Voilà, mais quels autres intérêts on a ? Nous sommes les protecteurs historiques des chrétiens d'Orient. L'a-t-on oublié ? Manifestement. Oui, on dirait, depuis pas mal de temps. Manifestement, là-bas, Macron, tout ça, ils s'en fichent complètement. C'est le cas, hein, et ça résonne toujours dans la région. Nous sommes un ami du Liban, mais qu'est devenu le Liban ? Parce qu'avant qu'il y ait le problème, le Liban est un pays qui a été détruit, complètement. Mais pas détruit à la base, ni par Israël, ni par le Hezbollah. C'est un pays qui a été détruit par une oligarchie financière qui a fait en sorte que ce pays qui était très prospère soit dépendant de ses créanciers. On retrouve l'esclavage pour dette. C'est ça qui a détruit fondamentalement le Liban, on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient il y a 25 ans. Aujourd'hui, il faut voir ce que c'est. Et c'est un pays qui a été mis sous tutelle du FMI, qui a été mis sous tutelle de tous ces pays-là, et ça l'a détruit de plus en plus. Et on en arrive à la situation actuelle d'un État qui n'existe plus, qui a été remplacé par le Hezbollah de fait, et tous les problèmes que nous connaissons. Donc, vous voyez, tous les problèmes sont quand même intimement liés. Et je crois qu'il faut avoir aujourd'hui une vue globale, une vue générale, cohérente, et une action cohérente. Alors justement, il y a un autre point peut-être dont vous parlez dans votre livre et dont on peut parler pour terminer cette émission. Bien sûr, c'est les élections présidentielles américaines. Oui. Sur la question du Proche-Orient, Donald Trump est très clair. Il est favorable à un soutien sans limite à Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, comment percevez-vous cette présidentielle américaine ? Parce qu'on a le sentiment que votre candidat, entre guillemets, c'est Donald Trump et certainement pas Kamala Harris. Comment conjuguer tout ça Alors, aux États-Unis, il faut savoir qu'il n'y a pas de vrai débat sur la question du Moyen-Orient. C'est souvent des votes à 100%. Vraiment, littéralement 100%. Donc, il n'y a pas de vrai débat. Après, moi, je constate juste une chose. Trump, rien à voir. Quand Trump était président, il n'a pas fait de guerre. Trump, à un moment, a été confronté à la possibilité d'une guerre avec l'Iran, en 2019. Il avait comme conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui lui conseillait, qui est un vrai faucon, et un vrai d'ailleurs, qui lui a conseillé de faire la guerre contre la Corée du Nord et l'Iran. Hop, l'axe du mal. C'est l'axe du mal, hein, on est dans la vision bushiste. C'est l'axe du mal. C'est les méchants. Quoique je ne dise pas qu'il soit particulièrement gentil. Hein. Mais Trump a refusé, il a viré Bolton. Donc, au-delà même des discours de campagne, ce qu'a prouvé Trump, c'est qu'il était capable de ne pas du tout mettre de l'huile sur le feu et plutôt, y compris au Moyen-Orient, de chercher l'apaisement. Et ce qui est encore plus clair sur l'Ukraine et la Russie, où je pense qu'il a une très bonne position depuis le début.
C'est pas une élection simplement américaine, là. Tout le monde le sent, tout le monde le voit. Et d'ailleurs, on le voit avec ces alliances qui sont un peu baroques à la base. Elon Musk, Robert Kennedy Jr., qui vient quand même du Parti démocrate, normalement. Trump, bien sûr. Il a constitué une nouvelle équipe beaucoup plus professionnalisée que 2016, où il avait été un peu pris par surprise. C'est plus qu'une élection. On sent qu'on a un moment, c'est pour ça que ça résonne aussi chez nous, clé du combat mondialiste patriote. S'il gagne, ça aura des impacts sur la politique intérieure américaine, ça nous concerne peu. Ça aura des impacts sur la politique étrangère, ça nous concerne déjà beaucoup plus. Mais ça aura surtout un impact sur l'ambiance mondiale. Le camp mondialiste aura un énorme revers. Énorme revers. À un moment où certes il paraît arrogant et dangereux, bien sûr, mais il a quand même déjà pris des sacrés coups ces dernières années parce qu'il a été très dévoilé. Très dévoilé. Il y a énormément de Français aujourd'hui qui savent ce qu'est la Commission européenne, ce qu'est Davos, qui en ont déjà entendu parler. Honnêtement, vous faites un sondage il y a 4-5 ans, avant l'histoire du Covid, de l'Ukraine et tout cela, je pense que c'était beaucoup moins le cas. Donc, et c'est le cas, et on voit ces combats-là, on les voit en Allemagne, on les voit au Royaume-Uni, on les voit aux États-Unis, bien sûr, on les voit dans différents pays, en Australie même, au Japon. On voit que le mondialisme est beaucoup plus démasqué qu'il y a quelques années. Le Covid a fait son œuvre, la guerre d'Ukraine a fait son œuvre, ce qui se passe a fait son œuvre. Donc lui, il tente d'accélérer le mondialisme. C'est évident qu'on vit une accélération des choses. On vit un coup de force. Vous voyez ce qu'on vit en France. Incroyable. On en parlait tout à l'heure. La démocratie bafouée complètement. Mais en face, il y a quelque chose qui s'organise. Il y a quelque chose de cohérent. Et Trump incarne cette cohérence aux États-Unis et forcément mondialement, parce que les États-Unis ont un impact mondial. C'est pour ça, selon vous, c'est très intéressant et elle est vitale, cette élection. 2 tentatives de meurtre, oui, déjà ? Je pense, oui. Ah oui, moi je suis persuadé que les 2 tentatives d'assassinat contre Trump, certes, ce sont des individus isolés qui ont quand même un profil. Alors soit ils sont complètement isolés, ils ont fait ça tout seuls comme des grands. Il y a quand même des choses qui sont très obscures. Pourquoi, notamment le 13 juillet, les services spéciaux, comme on dit, les services de sécurité américains n'ont pas sécurisé ce toit-là, l'ont laissé 40 minutes alors qu'il était signalé par des témoins. Tout ça est hallucinant. Pourquoi moi j'ai fait une vidéo au mois d'août en disant « Attention, il y a des lanceurs d'alerte au sein de ces services secrets qui disent qu'il y aura un 2e attentat ». Et il y a eu un 2e attentat le 15 septembre. Ma vidéo, elle est en ligne, elle date du mois d'août. Je ne suis pas Madame Irma. Hein. J'ai juste lu la presse américaine qui parlait de ces lanceurs d'alerte. Pourquoi il y a des lanceurs d'alerte qui disent qu'il y aura un 2e attentat ? Si c'est juste des individus isolés. Alors soit ce sont vraiment des individus complètement isolés, mais ils ont une coloration idéologique à chaque fois. Hein. Très pro-OTAN, pro-Ukraine, pro-démocrate, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, ces idéologies-là fanatisent des gens. Soit c'est plus que des individus isolés. Voilà. Et honnêtement, on ne serait pas surpris. Ou alors on croit que Kennedy, en 1963, a été tué par une balle magique par un individu isolé. On peut croire ça aussi, si on veut. On attendra en tous les cas le... J'oublie pas Fico, d'ailleurs. Il y a une cohérence. Hein. Fico. Le Slovaque, absolument. Ah, oui, le Slovaque anti-UE, anti-OTAN, anti-OMS, qui là vient de dire qu'il veut interdire dans son pays les vaccins ARN messagers. Premier cas au monde. Il s'est pris, lui, il n'est pas passé loin. Ah bah oui, en mois de mai, il s'est pris des balles et il s'en est remis qu'à partir du mois de juillet. Il a failli mourir. Le combat peut coûter cher. Donc c'est peut-être aussi simplement un individu isolé. Donc ça prouve bien que c'est une idéologie qui fanatise. Ou alors c'est autre chose. Florian Philippot, peut-être avant de se quitter, je crois que le 26 novembre, vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs. Et même le 26 octobre. Le 26, ouais. Autant pour moi. Non. Peut-être aussi le 26 novembre. Mais oui, 26 octobre, on fait contre cette mise sous tutelle insupportable pour montrer qu'on a un peuple vivant. Voilà, un peuple debout, un peuple qui ne sera pas massacré pour donner 3 milliards à Zelensky et massacrer ses retraites, sa santé, l'avenir de ses enfants. On est tous dans la rue, Paris, rendez-vous 14h, place de la Bourse pour un défilé national. Venez tous, vraiment, venez tous. Chez nous, vous le savez, on sécurise, on fait ce qu'il faut. Parce qu'il y a des gens parfois qui craignent ça, il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir, les familles peuvent venir. Vraiment, j'invite tout le monde à venir. Il ne faut pas donner le sentiment à Macron, à Barnier et aux gens au-dessus que le peuple français est apathique, résigné, déprimé, dépressif et qu'il se laissera conduire à l'abattoir de l'euromondialisme sans bouger. On ne se laissera pas tondre comme les moutons. On va plutôt rugir comme les lions et je vous appelle à le faire le 26 octobre. Et bien le 26 octobre, en attendant, si les téléspectateurs veulent patienter, ils peuvent trouver Fini la comédie sur le site des Patriotes. Le lien est juste en dessous. J'espère que cette émission vous a plu. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous pour ce petit pouce en l'air. Je compte sur vous pour les commentaires, bien entendu, et puis pour relayer cette vidéo parce que ça participe au succès. Et ça embête YouTube, ce qui est déjà une bonne raison de le faire. À très bientôt la semaine prochaine et portez-vous bien d'ici là.